Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support du cours d'histoire-géographie, toujours en haute définition. Au programme d'aujourd'hui, je vais dans un premier temps revenir sur la dernière activité, qui portait donc sur la mise en pratique de l'étude de documents, puis dans un second temps, nous entamerons le dernier chapitre d'histoire de l'année, ainsi qu'une petite activité en écoute active, l'écoute active étant assez importante pour la classe de première. Concernant les dernières semaines, il nous reste en effet plus qu'une semaine et demie de cours effectifs. Je sais que vous êtes évidemment dévastés par cette nouvelle, mais ne vous en faites pas, il y aura d'autres vidéos avant la fin, dont une petite vidéo annonce la semaine prochaine. Donc comme je disais, je voulais un petit peu revenir sur la dernière activité, mais avant tout, je voulais encore une fois vous féliciter pour le sérieux avec lequel vous avez travaillé, car c'est vraiment comme ça que vous mettez toutes les clés en main pour réussir l'an prochain. Je voulais également revenir sur quelques erreurs récurrentes. En effet, une grande partie d'entre vous n'a pas encore totalement saisi comment c'était un document, et c'est normal, car l'étude de documents est un exercice qui est difficile, qui est compliqué, et surtout c'était la première fois que vous essayez de le faire. Donc pas de souci, vous aurez l'occasion de vous perfectionner l'an prochain, cette année étant plus un avant-goût. Donc le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est comment citer un document. Donc pour citer un document, ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps ouvrir les guillemets, citer le texte, fermer les guillemets, puis indiquer la ligne euh, du texte que vous avez cité. C'est important, notamment pour le correcteur, afin de retrouver l'élément du texte. Donc ça, c'est un élément qui a été souvent oublié. De la même façon, je vous invite à expliciter ce que vous venez de citer. Juste citer, ça ne suffit pas. Donc voilà un petit peu pour les quelques erreurs récurrentes qui disparaîtront au fur et à mesure de votre progression. Ceci étant dit, nous allons donc pouvoir entrer dans le vif du sujet avec le dernier chapitre d'histoire de l'année. Donc ce dernier chapitre sera le chapitre 1 du thème 4 d'histoire. Nous ne ferons en effet pas le chapitre 2 car j'ai essayé d'incorporer le maximum d'éléments de ce chapitre au sein du chapitre précédent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été aussi long, ce chapitre sur l'Angleterre. Donc c'est pour ça, pas de panique, si nous ne faisons pas le chapitre 2, nous avons eu l'occasion de voir un petit peu en quoi il consistait lors du chapitre précédent. Ce chapitre s'intitule ainsi les Lumières et le développement des sciences. Donc je vous invite à marquer ça dans votre cahier. En effet, dans le chapitre précédent, nous avions pu étudier les Lumières par le biais de la philosophie. Donc on avait pu voir Voltaire, Montesquieu, Condorcet, tout un tas de philosophes des Lumières qui donc parlaient notamment de philosophie autour de l'État, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit peu s'attaquer à la question scientifique qui entoure les Lumières. En effet, le XVIIe et le XVIIIe siècle vont être marqués par une grande évolution de la science à tel point que l'on parle de révolution scientifique. La révolution scientifique, c'est une définition qui est à connaître. C'est pour ça que je vous invite à en marquer la définition ici. Donc la révolution scientifique, on peut définir ça comme étant la transformation profonde des sciences par la compréhension mathématique des phénomènes naturels et par l'affirmation de la méthode expérimentale. Alors ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est que en fait, les sciences à cette époque vont essayer davantage de s'exprimer par les mathématiques et par les expériences, tout simplement. Donc cette révolution scientifique, elle va vraiment s'étendre et se diffuser dans toute l'Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais seulement, ça va pas être seulement les scientifiques qui vont s'y intéresser, car toute la population européenne va avoir un intérêt pour ces nouvelles connaissances. Ce qui va se passer, c'est que ces nouvelles connaissances, elles vont pas seulement intéresser la population, elles vont également mener un petit peu plus tard à ce qu'on appelle la révolution industrielle. La révolution industrielle, on aura un petit peu l'occasion d'évoquer ce que c'est à la toute fin du chapitre, mais surtout vous aurez l'occasion de travailler ça bien plus en détail en classe de première. Ainsi, la question qu'on va pouvoir se poser au cours de ce chapitre va être la suivante. Donc, malgré les obstacles, comment les sciences ont-elles pu s'épanouir en Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle? Donc cette problématique, je vous invite encore une fois, évidemment, à la noter dans votre cahier. Pour répondre à cela, nous allons déjà, dans un premier temps, travailler sur la question de la révolution scientifique en elle-même. Pour cela, je vais vous proposer une activité de 2 heures environ, qui va se présenter sous une forme assez habituelle de questions sur documents, mais pas uniquement. Pas uniquement car, comme je vous disais, il va également y avoir une partie en écoute active, qui va être la toute première partie, que je vous propose ici. Donc grand 1, la révolution scientifique au XVIIe siècle et petit a, état de la science au XVIIe siècle. En effet, avant un petit peu d'étudier comment cette révolution scientifique est arrivée, il convient de savoir dans quel contexte elle va s'inscrire. Donc pour cette partie en écoute active, je vous propose un petit schéma à compléter, schéma que vous pouvez retrouver
dans l'activité, donc au format Word et PDF sur Pronote. Et ce schéma va comporter 4 grandes cases que vous devrez compléter. Une première portant sur l'enseignement de l'époque, une deuxième portant sur une nouvelle conception du monde, une troisième portant sur une volonté de diffuser les connaissances, et enfin une toute dernière qui va porter sur une nouvelle conception de la science au XVIIe siècle. Pour cette partie en écoute active, je vous invite comme d'habitude à mettre la vidéo en pause afin de pouvoir noter calmement et de manière tranquille ce que vous devez noter. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer par la partie sur l'enseignement de l'époque. En effet, l'enseignement de l'époque va être un petit peu comme la société, très traditionnel et orienté autour de la question du christianisme, du catholicisme. Ce qui va se passer, c'est que dans les universités, on va apprendre des savoirs antiques qui ont été repris par le christianisme. Parmi eux, on va pouvoir citer notamment Aristote, qui est donc un scientifique du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc assez vieux, qui va être un petit peu la pierre angulaire de toute la physique de cette époque. Mais on va également travailler l'astronomie de Ptolémée, donc qui date du 2e siècle après Jésus-Christ, qui a notamment théorisé le géocentrisme. Le géocentrisme, c'est une théorie selon laquelle la Terre est au centre de l'univers, au centre du système solaire. Vous vous en doutez, c'est pas tout à fait ça, mais à l'époque, c'est ce qui est enseigné dans les universités. Cependant, des changements vont apparaître, notamment avec la découverte du Nouveau Monde, à savoir l'Amérique. En effet, en découvrant l'Amérique, on va se rendre compte de plusieurs choses. Tout d'abord que la physique et la science antique ne sont pas forcément toujours justes, parce qu'on pensait pendant longtemps que la Terre était plate. Or, les expéditions notamment de Christophe Colomb ou de Magellan ont pu démontrer que ce n'était pas le cas. La Terre est ronde. Donc ça, c'est un premier point qui fait qu'on commence à se dire peut-être que l'Église n'a pas toujours raison en fait. Premier point. Second point, ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques vont un petit peu essayer de se développer au profit des connaissances. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à avoir un petit peu l'imprimerie ou des instruments de navigation plus perfectionnés qui vont se mettre au service de cette volonté de découvrir, d'aller plus loin et parfois même de contredire l'Église. De plus, le protestantisme, comme on l'avait vu, a une certaine volonté de diffuser les connaissances. Donc ça a passé notamment par l'usage de la langue vernaculaire. La langue vernaculaire, on a pu voir cette définition dans un cours précédent, c'est la langue de tous les jours, parlée par le peuple, contrairement au latin qui était précédemment très souvent utilisé pour les sciences. De plus, on va avoir l'imprimerie qui va se développer, qui va permettre un accès au plus grand monde des connaissances scientifiques. Et enfin, le dernier point qu'on peut citer ici, ça va être l'humanisme qui va inviter au peuple à faire usage de sa raison, et donc à ne pas forcément écouter aveuglément ce que pouvait dire l'Église catholique. À partir du VIe siècle également, on va vraiment avoir une nouvelle conception de la science qui va apparaître. Cette nouvelle conception de la science, elle va être entre autres originaire d'Angleterre avec le philosophe Francis Bacon, qui va un petit peu promouvoir une nouvelle façon d'émettre des théories. Pour lui, il est en effet préférable pour un scientifique de tout d'abord émettre une hypothèse qui sera vérifiée par le biais d'expériences. Ces expériences, ça peut être soit des observations, soit vraiment des reproductions de ce qui peut exister dans la nature. Une fois ces observations étant en adéquation avec les hypothèses, on va pouvoir essayer de commencer à chercher une théorie en se basant sur les mathématiques. Ça marque vraiment une rupture avec ce qui se faisait avant, parce qu'avant, les théories, elles sortaient un petit peu du chapeau des scientifiques, à l'image de ce qu'on a pu voir avec Aristote et le géocentrisme. Donc voilà un petit peu pour cette première partie en écoute active. Maintenant, je vais vous laisser en autonomie pour la seconde partie, donc que vous pourrez retrouver sur Pronote au format Word et PDF. Vous pouvez encore une fois travailler seul ou en binôme. Je recommande éventuellement de travailler en binôme afin de gagner un petit peu de temps et de vous alléger un petit peu au niveau de la charge de travail. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.